nous embarquons à présent à bord du train du futur. Belle promesse. Et pour nous parler de ces sujets, nos deux chefs de bord ici au Paris-Saclay Summit sont la directrice technologie, innovation et projet du groupe SNCF, Carole Desnos. Merci de l'applaudir. Bonjour à tous. À ses côtés, David de Almeida, directeur de la recherche du groupe SNCF. Bonjour. Et notre modérateur, le tout sous la houlette de Clément Pétraud, journaliste au Point. Attention au départ, et c'est à vous. Merci pour cette présentation, merci beaucoup. Peut-être qu'on peut commencer par une première question sur le train du futur. On voit qu'on est arrivé au bout d'un cycle d'innovation sur la vitesse. L'obsession pour la vitesse est en train de passer, en tout cas, semble-t-il, dans la recherche sur le train. Au fond, quelle est la piste pour vous la plus prometteuse d'innovation en matière de train pour le futur ? Carole Desnos, parlez-nous de ce train de demain. Oui, merci pour cette introduction. Alors, le train du futur, si on parle de la vitesse, pour nous, dans peu de temps, ça sera le TGVM. Le TGVM, il aura la vitesse des TGV actuels, mais il aura aussi le M de modularité, avec beaucoup plus d'expérience originale à bord, beaucoup plus de services pour améliorer le voyage du client. La vitesse, c'est vrai qu'on a atteint un palier, on pourrait continuer à aller toujours plus vite. On a passé le record à 574 km/h, mais la vitesse commerciale, on la bloque à peu près autour de 320 km/h. Pourquoi ? Parce qu'après, on consomme beaucoup plus. Et puis, comme vous l'avez un peu dit, c'est vrai que c'est le temps de parcours qui compte pour le client. Donc, le train du futur, il devra être compris dans un ensemble, ce qu'on appelle la multimodalité, pour garantir un parcours de bout en bout avec des solutions avant, après le train. Et puis, pour nous, et on y travaille beaucoup avec mes équipes et tous nos partenaires industriels, académiques, le train du futur, c'est à la fois un train décarboné, donc c'est sortir du diesel. Donc on travaille sur des trains hybrides, des trains batteries, des trains hydrogène. Donc un train décarboné, ça c'est très important. Et puis plus récemment, on travaille aussi sur repenser complètement le train dans les territoires, sur les petites lignes. On a tous en tête l'idée d'une gare, d'un train qu'on a connu dans le passé, puis qui a fermé ces 10 ou 20 dernières années. Eh bien finalement, on se dit avec l'appétence que les Français ont pour le train aujourd'hui, ça a du sens de redonner vie à ces lignes. Et ça, c'est aussi le train du futur, et c'est une petite gamme de trains qu'on est en train de concevoir avec les industriels et les académiques. Il y en aura 3, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est des trains de capacité plus adaptés à des zones peu denses et complètement repensés en termes d'innovation et de services. Est-ce qu'on est toujours une grande nation ferroviaire pour vous ? Une grande nation ferroviaire. On est en top liste déjà en Europe et puis dans le monde. Le premier train à grande vitesse, c'était au Japon en 65 et puis après, c'est en France. On a pris de l'avance, on est toujours reconnu à Bruxelles aussi, même dans le monde, parce qu'il y a quand même des pays qui ne sont pas très ferroviaires, et on est reconnu pour notre compétence et notre expertise ferroviaire. Oui, on est définitivement un grand pays ferroviaire en France. Merci. David de Almeida, vous travaillez sur beaucoup de recherche, de champs de recherche. Alors, vous avez dans votre escarcelle la robotique, l'IA, la cybersécurité, les matériaux, les sciences cognitives. Quel est pour vous le champ de recherche aujourd'hui le plus important, le plus intéressant, le plus prometteur pour le ferroviaire ? S'il fallait en retenir qu'un. S'il fallait retenir un seul de ces... On parlera des autres. Oui, on parlera des autres. Je vais commencer, ça va être un petit peu la tarte à la crème, mais je vais commencer par aujourd'hui quelque chose qui bouleverse beaucoup le paysage, c'est l'intelligence artificielle. On mène énormément de travaux avec des partenaires académiques autour de l'intelligence artificielle. Alors, à la fois au niveau de la direction de la recherche et puis aussi dans les ingénieries du groupe SNCF. Et que peut l'intelligence artificielle pour les trains ? On a essentiellement deux sujets. On travaille à automatiser certains traitements.
Aujourd'hui, on génère beaucoup de données, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit avec les capteurs qu'on a embarqués sur les matériels, que ce soit avec les vidéos qu'on prend. Et il y a un intérêt très très fort à être capable d'automatiser le traitement de toutes ces données pour créer de la valeur, que ce soit de la valeur sécuritaire, que ce soit de la valeur économique, mieux maintenir nos ressources, ou que ce soit aussi de la valeur vis-à-vis de nos clients, voilà, en termes d'information. Donc, premier champ, automatiser certaines tâches. Et deuxième champ, être en capacité d'intégrer beaucoup plus d'informations pour mieux prédire, être plus fort dans nos prévisions au niveau de l'exploitation ferroviaire, et partant de là aussi pour être capable d'avoir par exemple une information voyageur qui soit encore plus affûtée. Voilà. Voilà. Vous nous avez parlé aussi tout à l'heure en coulisses de robotique. Vous travaillez apparemment beaucoup sur des projets robotiques. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les usages de la robotique aujourd'hui dans le ferroviaire? Alors la robotique, c'est un sujet qui nous intéresse, qui s'appuie aussi pour partie sur les technos d'intelligence artificielle. C'est un sujet qui nous intéresse par rapport à des problématiques d'inspection, que ce soit d'inspection de nos voies, d'inspection du matériel, pour pouvoir le faire de manière plus sécuritaire déjà pour nos agents, et puis pour pouvoir le faire de manière aussi un petit peu plus efficace. Bon, alors après, un des sujets, c'est d'être capable de bien localiser les robots, d'être capable de faire en sorte qu'ils puissent bien se déplacer dans nos emprises, qui ne sont pas toujours friendly pour les robots. Et puis également, on a des sujets aussi d'essayer de factoriser certaines fonctions. On revient sur un sujet de modularité. On ne va pas développer un robot spécifique pour chaque cas d'usage. On va essayer de factoriser les fonctions roulantes, les fonctions de levage, par exemple. D'accord. Carole Desnos, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait une attente pour, par exemple, un train automatique? Est-ce que c'est un sujet tabou? On voit que l'aviation travaille dessus, le métro travaille dessus. C'est assez compliqué finalement à développer parce que ça prend quand même énormément de temps, c'est des chantiers colossaux. Est-ce que vous travaillez sur un train qui pourrait être automatique un jour? Alors, on a travaillé, alors on parle nous de train autonome. Alors le train autonome, c'est plus compliqué que l'avion, parce que l'avion, une fois qu'il est dans l'air, la probabilité qu'il croise un autre avion, il y a moins de risques. Le métro autonome ou automatisé, c'est différent parce que rien n'est censé arriver, c'est-à-dire qu'il est dans un tube complètement fermé, par rapport à un train autonome qui va être en milieu complètement ouvert. Alors, on a travaillé technologiquement, il y a encore des étapes de sécurité, il y a encore pas mal de travail à faire sur la partie intégration dans un réseau ferroviaire, c'est-à-dire que le métro aussi, c'est une ligne dédiée. Donc si vous mettez un seul type de train dans une ligne fermée, il n'y a pas de risque. Si on est en milieu ouvert et avec différents types de mobiles, de trains sur la même ligne, c'est plus compliqué parce qu'il faut que les trains puissent communiquer entre eux. Alors, on parle en niveau d'autonomie, en grade d'autonomie, les GOA2 jusqu'à GOA3, GOA4. GOA2, ça existe. L'intérêt du GOA2, c'est d'amener de l'aide à la conduite et d'automatiser le parcours, sans parler de conduite autonome. Et là, il y a deux gros avantages. Le premier avantage, c'est de se caler sur le meilleur parcours en termes de consommation d'énergie. Ça, c'est très important parce que on a, nous, des logiciels, des formations pour les conducteurs. On a un programme qui s'appelle OptiConduite. On peut gagner de l'ordre de 7 à 10%. Bon, l'énergie, c'est vraiment un poste de dépense très lourd et c'est devenu encore plus lourd ces dernières années. Donc, pouvoir gagner de l'ordre de 10% en optimisant certaines parties du parcours grâce à une partie automatisée, ça c'est vraiment important. Le deuxième point très important, et c'est aussi pour cette application qu'on commence à voir ce genre d'application se développer, c'est gagner en capacité. On a vraiment une demande pour avoir plus d'offres de transport. C'est très lourd, très long de construire des nouvelles lignes et l'objectif est pour tous les réseaux européens de mettre plus de trains sur le système sur le réseau existant. Et mettre plus de trains, c'est savoir exactement où ils sont, c'est savoir exactement à quelle vitesse ils vont aller, et ça, c'est un début d'automatisation. Et donc le gain en capacité est vraiment important. Et puis, on a des applications, des innovations un peu plus originales sur des drones, des mobiles autonomes pour surveiller les voies. Là, il n'y a pas de passagers à bord, donc les homologations en termes de sécurité iront beaucoup plus vite.
On se pose la question aussi, je parlais d'une gamme de trains complètement repensée, avec des capacités qui iront de 15 à 80 personnes sur les petites lignes. Si on veut vraiment beaucoup de fréquences, l'idée d'avoir des trains autonomes ou des mobiles autonomes sur ces petites lignes, sachant que c'est moins compliqué que dans un milieu complètement ouvert. Les mobiles seront les mêmes, ils pourront communiquer de mobile à mobile, donc il y a beaucoup de solutions qui semblent gérables. En tous les cas, ce dont je suis convaincue aujourd'hui, c'est qu'on verra des trains autonomes avant des voitures autonomes. Il y a quand même une idée de modularité dans ce que vous dites, et il y a aussi l'idée de s'adapter à un réseau existant. Est-ce qu'on est en mesure aujourd'hui d'avoir... Est-ce que finalement le train du futur n'est pas celui qui s'adapte parfaitement à un réseau qui est parfois vieillissant, qui est parfois pas toujours entretenu? On connaît les débats, vous les connaissez mieux que moi sur le réseau les réseaux ferrés. Est-ce que finalement c'est pas la prise en compte du réel qui est la plus importante dans le développement de l'innovation? Oui, certainement. Et en plus, on a de la chance parce qu'on a un réseau extraordinaire en France. Il y a celui qu'on exploite, 33 000 km, et puis il y a encore 15 000, 20 000 km de lignes auxquelles on pourra redonner vie avec d'autres types de trains. On s'adapte, hein. Les technologies permettent de s'adapter. On ne remplace jamais une technologie à l'identique. Donc il y a vraiment une mise à niveau, une digitalisation, ça David en parlerait parfaitement. Il y a une digitalisation, une automatisation de certaines opérations sur le réseau, des passages à niveau qui sont avec beaucoup de technologie pour prévenir à la fois les usagers routiers et puis les conducteurs de train. Donc on s'adapte au réseau, mais le réseau aussi embarque des nouvelles technologies pour être plus performant. Et ce qui est important, c'est de garder en tête que le ferroviaire a des cycles longs. Donc, nous, dans nos innovations, ce que l'on veut vraiment développer, c'est à la fois la capacité de mettre des innovations et de savoir que dans 10 ans, 15 ans, il faudra évoluer. Et parfois, sur toute la partie digitalisation, les cycles d'innovation doivent être beaucoup plus courts. David, ça pose aussi des sujets de notre capacité à intégrer les innovations, les nouvelles technologies dans un système dont la durée de vie peut être très longue. Enfin, sur certains. Mais alors justement, est-ce qu'on est prêt pour le train modulable, un peu autonome, qui peut emporter quelques passagers, rouler sur la route et sur les rails? Est-ce qu'on est prêt pour ça? On a vu des vidéos qui étaient absolument fascinantes ces derniers mois, qui étaient des prototypes. Mais est-ce que vous travaillez sur des projets similaires à ces véhicules? Oui, on y travaille avec beaucoup de partenaires. Le projet auquel vous faites allusion, ça s'appelle Flexi. C'est une petite navette rail-route. On travaille avec Mila, on travaille avec Michelin sur ce projet. Michelin a déjà déposé un brevet sur une roue. Le gros challenge, c'était d'arriver à avoir une roue qui puisse à la fois faire rail-route en temps réel, parce qu'il n'est pas question que ça mette quelques minutes pour pouvoir passer de la route au rail, et sans changement d'assiette pour le passager. Et ça, c'est fait. Et l'idée aussi, c'est de baisser les coûts. On est là dans un univers plus automobile, adapté au ferroviaire, qu'un train qui va sur la route. Et là, on est vraiment sur des petites capacités. Hein. Cette navette, elle faisait 9 places, elle a évolué, elle fait 14 places maintenant. C'est vraiment des petites capacités, mais comme vous le soulignez, quand on voit la vidéo, nous on travaille sur le projet depuis 1 an et demi, les élus, ils le veulent tout de suite. Évidemment. Puisqu'on parle un peu parlons de géographie, la France, c'est beaucoup métamorphosé, les paysages sont beaucoup métamorphosés ces dernières années, et notamment on a vu l'étalement urbain, la pavillonnarisation du pays, et finalement la périurbanisation du pays, elle s'est faite un peu sans le train, parce qu'elle s'est faite à la faveur du développement automobile, et on voit qu'il y a une demande énorme aujourd'hui en matière de transport collectif, et notamment ferroviaire. Est-ce que vous travaillez, vous travaillez sur des projets, mais quel projet, vous pouvez nous en dire un peu plus, de RER métropolitain? Comment est-ce qu'on réinvente le transport ferroviaire métropolitain de la ville de demain? Comment est-ce qu'on adapte le train à la ville?
Alors ça, c'est une question très intéressante. Alors c'est notre projet phare, parce que finalement, toutes les briques technologiques que l'on développe trouvent une finalité dans ce programme RER métropolitain. Alors, RER métropolitain, on pense aux grosses métropoles, aux grosses villes. Il y a aussi des villes moyennes qui sont dans les starting blocks pour démarrer. L'ambition globale, c'est de se dire il faut doubler la part modale du ferroviaire. Pourquoi ? Parce qu'on est en urgence climatique. On est en urgence climatique et donc on est aussi en rareté d'espace. Donc il faut avoir plus de mobilité décarbonée. Et le train est une mobilité décarbonée collective. Donc on coche toutes les cases. Par contre, c'est vrai que ces dernières années, certaines villes, certaines métropoles ont été oubliées. On revient sur les petites lignes. On est parfois en centre ultra-urbain. Et là, ça devient très intéressant parce que la loi sur les RER métropolitains a mis le ferroviaire au cœur du dispositif. C'est comment est-ce qu'on réfléchit à une nouvelle multimodalité avec le ferroviaire au cœur du dispositif. Et on est en train de travailler sur certaines métropoles, certaines villes, pour redesigner complètement la mobilité décarbonée collective au niveau d'une métropole. Et les demandes sociétales ont changé. Le train, c'est une liberté, c'est une indépendance de mobilité. Et ça, c'est vraiment important parce que le télétravail, les gens sont plus nécessairement en centre-ville tous les jours. Par contre, il leur faut un habitat plus grand pour pouvoir avoir un espace pour travailler chez eux. Et si on arrive à vraiment avoir cette multimodalité, un ferroviaire augmenté ou renforcé, c'est-à-dire plus de fréquences, être garanti d'avoir sa place, un accès au ferroviaire facilité par des mobilités douces, par des parkings facilement accessibles à des coûts supportables, tout ça, ça permet de repenser au niveau d'une métropole la mobilité au XXIe siècle. Et nous, on fait un gros travail parce que les gares sur les lignes ferroviaires, elles ont été déposées ou identifiées au début du XXe siècle, mais 100 ans après, la vie a changé, la vie économique s'est peut-être développée à d'autres endroits, et là, on redonne le crayon aux métropoles, aux régions, aux villes, et on leur dit comment est-ce que vous jugez les points d'arrêt importants, et ce côté co-conception autour d'une technologie ferroviaire qui est là, qui existe. Vraiment, gardons en tête qu'on n'est pas, nous, sur une révolution de technologie. On n'est pas... les trains diesel, ils existent encore parce qu'ils sont moins chers que les trains électrifiés. Mais les pays qui ont mis plus d'argent dans le ferroviaire sont déjà totalement électrifiés. Bon, nous, on est en train de trouver des solutions intelligentes pour ne pas dépenser trop d'argent en électrifiant tous les trains qui sont actuellement pas électrifiés. Il y en a quand même beaucoup. Quelle solution vous développez, par exemple? J'ai vu que Pardon? Quelle solution vous développez? Vous avez de l'hydrogène, je disais vous avez du tout à l'heure. colza. Alors, la durée de vie d'un train est longue. C'est 40 ans, peut-être parfois plus. Donc, on a du matériel diesel qui va encore vivre 30 ans. Donc, ce que l'on fait, c'est qu'on développe des hybrides, on met des batteries, on enlève la moitié des moteurs diesel et on met des batteries à la place. Et le train prototype est déjà en expérimentation. Il tourne en Occitanie là, depuis quelques mois. Et en fait, donc, on aura d'abord des trains hybrides, après des trains qui seront nativement batteries, et puis des trains hydrogène. Et ce qui est vraiment intéressant, je vous laisse ça en réflexion parce que moi, ça m'a vraiment marqué, c'est que l'automobile, quand on a une automobile électrique, il faut recharger la batterie. Et ça passe aujourd'hui par, on branche la voiture. Nous, dans le ferroviaire, c'est plus simple de recharger une batterie parce qu'on a des caténaires, on a l'électrification, c'est notre ADN. On est présent, oui. Mais oui, on sait faire. Et donc, on n'est pas à rechercher une autonomie de plus en plus grande comme dans l'automobile. Le premier train batterie qu'on aura, il aura 80 km d'autonomie. Mais l'important, c'est qu'il ait la puissance pour pas être trop lent. Et ça, c'est un sujet sur lequel on travaille. C'est beaucoup plus de puissance que d'autonomie. Il faut que le train se bouge et se bouge exactement à la seconde, à la minute près où on en a besoin.
Et par contre, il nous faut de la recharge rapide et puis on laissera peut-être des parties électrifiées si c'est des parties pas coûteuses. Parce que quand on parle d'une électrification d'une ligne ferroviaire, il peut y avoir un facteur 5 entre du mètre linéaire en campagne qui est pas cher à électrifier et puis des ouvrages d'art ou des entrées de gare. D'accord. David de Almeida, vous m'expliquiez tout à l'heure quelque chose d'assez fascinant. Vous utilisez des sciences cognitives dans vos recherches. Enfin, ça fait partie des champs, en tout cas, que vous traitez. À quel champ s'applique la science cognitive au ferroviaire? Comment vous utilisez cette science pour changer le voyage? Alors, c'est vrai que c'est un petit peu l'objet inattendu dans l'ensemble, dans le cocktail de technologies qu'on travaille au niveau recherche. Pour nous, les sciences cognitives, c'est essentiellement être capable de comprendre le comportement des individus, tant par rapport à ce qu'ils désirent que par rapport à des comportements en gare, vis-à-vis de la signalétique, etc. Et d'être capable d'avoir une action en retour sur le système pour concevoir des choses qui soient plus conformes à leurs attentes, ou bien qui soient plus conformes aussi à des actions qu'on souhaite leur faire, notamment au niveau de la sécurité. Donc il y a un passage de l'individu à l'échelle de l'individu à une échelle de flux qui est important. Et là, je viens de mentionner le terme, mais ça a bien sûr des applications assez intéressantes en tout ce qui est gestion des flux, bien sûr en zone dense. Et après, demain, on en parlait tout à l'heure sur les aspects RER métropolitains. Ça fait partie des sujets qu'il faudra travailler. Et pour le coup, c'est intéressant parce que c'est enraciné dans l'humain. C'est pas que de la techno, même si ça mobilise aussi de la techno pour être capable de créer des environnements d'expérimentation où on puisse tester les hypothèses qu'on fait in situ et pas seulement sur un principe déclaratif avec des enquêtes qu'on remplit. Est-ce que vous préférez faire ci ou ça, voilà. Donc, par exemple, vous êtes capable d'induire une ambiance de sécurité, de sérénité en gare ou dans un train, ou d'induire des réflexes de trajet, de circulation d'un flux de public, par exemple. Les sujets d'ambiance, tout ça, c'est des sujets qui sont travaillés depuis assez longtemps. Là, les sujets sur lesquels on travaille un petit peu plus, par exemple, c'est la pertinence, l'impact d'une signalétique par rapport à l'information de nos agents, de nos clients, et par rapport au comportement qu'on souhaite induire via cette signalétique, par exemple. Alors, vous parliez aussi du calcul quantique, qui est assez inattendu dans le domaine ferroviaire. Quelles sont les pistes que vous offre le calcul quantique? Qu'est-ce que ça peut changer pour nous demain? Il y a eu de très bons propos dans la conférence précédente par M. Breton sur le calcul quantique. Nous, pourquoi est-ce qu'on regarde cet objet-là, alors qu'il est encore un objet quand même assez prospectif, mais alors, je ne reviendrai pas sur les sujets crypto post-quantique, qui sont bien évidemment là et qui sont plus du ressort de l'IT, on va dire. Nous, on regarde le calcul quantique par rapport aux opportunités, à la promesse qu'il pourrait offrir pour aller nous permettre de résoudre des problèmes de prise de décision de très grande taille. Aujourd'hui, on a des problèmes d'optimisation combinatoire pour des sujets de conception de plans de transport ou de replanification de circulation qui sont difficiles à résoudre de par leur taille ou de par les contraintes de temps de calcul qu'on a. Et voilà, la question qu'on se pose, c'est est-ce que demain, l'ordinateur quantique, quand il sera suffisamment mature, est-ce qu'il pourra nous aider à traiter ces problèmes-là? Donc, il faut regarder comment la techno avance et il faut regarder aussi, il faut être capable d'attraper les nouvelles compétences qui sont nécessaires pour aller sur ce chemin. Et bien alors justement, on est quand même dans un endroit symboliquement intéressant sur ce sujet, puisqu'on est à Saclay, qui est un endroit de concentration de sciences assez inatteint en France. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous fonctionnez avec les différents organismes qui sont présents ici, notamment? Alors, de façon générale, en particulier au niveau de la direction de la recherche, on a beaucoup de collaborations avec le milieu académique qui prennent différentes formes. Ça peut être des collaborations bilatérales directes, ça peut être des chaires dans lesquelles on partage des risques, des ressources, des ambitions avec d'autres partenaires industriels. Et puis après, on a aussi bien sûr tout le principe, le système des doctorants CIFRE. Et
Alors ça, c'est de façon générale. Et bon, je ne vais pas toutes les citer, mais on a un certain nombre d'actions qui sont en cours avec l'écosystème de Paris-Saclay aujourd'hui. Pour en citer quelques-unes et sans être exhaustif, bien sûr, on a une chaire sur la modélisation de la résilience des systèmes qu'on partage avec Orange, avec EDF. Et là, on cherche à modéliser les interdépendances entre systèmes et comprendre comment un aléa va impacter les systèmes auxquels il est relié et comprendre ces effets de domino qui peuvent être assez dramatiques quand on est en exploitation. On a beaucoup de travaux qui sont menés autour de l'IA, du traitement de données avec... donc la chaire dont je viens de parler, c'était plutôt avec Centrale Supélec. On a des travaux sur l'analyse de données qui sont menés avec l'ENS Paris-Saclay, donc analyse de données industrielles pour des sujets de maintenance, d'exploitation, analyse des données physiologiques qu'on arrive à capter pour, par exemple, mieux comprendre des phénomènes de fatigue au niveau de nos agents, c'est un exemple. Et puis, on a aussi un travail assez intéressant de simulation, modélisation des mobilités, donc qui rejoint un petit peu aussi le sujet RER métropolitain dont on parlait tout à l'heure, qui est en cours avec l'IRT Systemix. Voilà. Et donc là, on est plutôt sur la simulation numérique et de l'algorithmie numérique. Voilà. Ce sont quelques exemples. On a d'autres collaborations, mais je ne vais pas toutes les énoncer là. Merci. Il nous reste 2 minutes, très brièvement. Il y a un objet qui a révolutionné le voyage en train, c'est le smartphone. Ça a changé l'expérience de la billettique, mais aussi de l'accès au train, de l'achat, de l'acte d'achat. Est-ce qu'on est arrivé au bout de l'innovation que proposait le smartphone, ou est-ce qu'il y a encore quelque chose à attendre de cet objet pour changer le voyage? Carole Desnos. On sort un peu du domaine ferroviaire, mais le smartphone, ça a révolutionné beaucoup de vies at all. Pour nous, c'est un élément clé du voyage, surtout pour la partie billettique. Et si on revient sur les RER métropolitains, c'est un des axes de transformation. Il faudra avoir un billet unique. On a encore des personnes qui trouvent que c'est compliqué de prendre un train ou parfois même différents types de trains entre TER ou TGV. Donc le smartphone, je ne sais pas David, toi ce que tu pourras rajouter, mais les gens, quand ils montent dans un train pour un voyage, chacun s'organise sa vie, sa tablette, son film. Donc c'est un compagnon de voyage important. C'est aussi important pour gérer toutes les alertes, les infos réelles. Donc, c'est un compagnon de voyage et c'est important. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore comme innovation dans les smartphones? Je ne sais pas trop. On a un certain nombre de travaux qui sont en cours pour moderniser toute l'architecture de connectivité, notamment la connectivité sol-bord, et qui va donc c'est des sujets dans lesquels on regarde notamment la 5G, qu'est-ce qu'elle va pouvoir apporter. Et ça, je pense que ça peut redonner aussi un autre souffle dans certaines situations, voilà, et booster un petit peu la place, le rôle qu'a le smartphone vis-à-vis de nos clients. Merci, nous arrivons au terme de cette table. Merci à vous deux. Merci à vous. Merci. Bravo, merci beaucoup et merci Clément pour la modération à la seconde près. Félicitations, nous arrivons déjà au terme de cette matinée dédiée à la science et à l'innovation. Le Paris-Saclay Summit, ça continue bien sûr cet après-midi avec un très joli programme. Je vous retrouve aux environs de 14h. Bon appétit à tous, à tout à l'heure.